Il y a 3 semaines, le 2 mai, oui, le Pentagone a annoncé ce que l'Europe refusait d'entendre depuis déjà 15 ans. 5000 soldats américains quittent l'Allemagne. Le déploiement de missiles de croisière Tomahawk et de missiles hypersoniques en Europe, promis pour cette année, a été annulé. Le porte-avions Nimitz, avec son groupe d'escorte, a été envoyé dans la mer des Caraïbes, plus près de chez eux. Le même jour, un vote a lieu à l'Assemblée générale de l'ONU. 141 pour, 8 contre. Mais quel est donc ce vote ? Une résolution sur l'obligation de tous les États de lutter contre le changement climatique. Mais a-t-on prouvé que l'homme peut influencer le climat ? Ou bien est-il écrit quelque part qu'on peut obliger un pays à vivre selon les lois de l'ONU ? Mais le plus intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'États favorables pour qu'on les commande. Beaucoup étaient d'accord pour qu'on fasse d'eux des esclaves. Mais qui donc n'était pas d'accord ? Et là, messieurs, c'est extrêmement intéressant. 8 pays n'étaient pas d'accord. La Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Biélorussie, le Yémen, le Libéria, Israël et les États-Unis. Retenez bien cette liste. Ils ne nous parlent pas de la météo. Ils nous parlent de ceux qui refusent de confier les décisions concernant leurs affaires intérieures à des mains étrangères. Et pourquoi le courant dominant a-t-il montré ce résultat à la 33e ligne, alors qu'il aurait dû être en première position ? En tête de liste, il fallait tirer la sonnette d'alarme. Ah, et la troisième histoire, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle date d'il y a 1 an. Mais elle, comme on dit, elle est dans la même veine. Le 21 mai 2025, il y a 1 an. Dans le bureau ovale, il y avait un certain Cyril Ramaphosa, le président de la République d'Afrique du Sud. Et Trump a fait ce qu'aucun président américain n'avait fait depuis 25 ans. Il a demandé de tamiser la lumière. Il a posé un dossier sur la table. Et il a montré des images, des funérailles de masse, des rangées de croix blanches. Il a dit « Voilà ce qui se passe chez vous. » Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous comptez faire à ce sujet ? Le lendemain, il s'est avéré que les images ne venaient pas d'Afrique du Sud, mais du Congo. Bon, c'est pareil. Mais il y a eu un scandale. Les critiques ont crié « Hurrah !» des gros titres partout. Trump a montré de fausses images. Ce n'étaient pas les bonnes tombes, mais bien des blancs tués, juste ailleurs. L'affaire semblait close. 1 an après, on a confirmé que les images ne venaient pas de là-bas. Mais la question, elle, n'a pas changé. Et aujourd'hui, exactement 1 an plus tard, nous avons ce que nous n'avions pas à l'époque. 12 mois de nouvelles données. Et nous allons les examiner calmement. 3 histoires, une seule direction. L'Amérique cesse d'être le comptable du monde, celui qui paie pour la sécurité et la culpabilité écologique des autres. Et la conscience historique des autres. Et c'est le plus inattendu. C'est une bonne nouvelle. De mon point de vue, c'est une excellente nouvelle. Avant tout pour ceux qui croient en la liberté. Restez jusqu'à la toute fin. Je vais parler d'un signe très rare qui s'est manifesté à Washington au cours de l'année écoulée. Et qui, à mon avis, montre le plus précisément que le vent a tourné. Ce sera à la fin. L'Amérique s'en va. Commençons par les faits. Sans émotion. Le 2 mai 2026, le Pentagone. Un message sec. 5000 militaires américains seront retirés d'Allemagne dans un délai de 6 à 12 mois. Après le retrait, il restera 30 000 soldats en Allemagne. Ce n'est pas si peu. On revient en arrière sur le renforcement que Joe Biden avait initié après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. En même temps, le déploiement d'un bataillon est annulé. Des moyens à longue portée avec des Tomahawk et des missiles hypersoniques. C'est-à-dire aigle sombre, disons, si on le prononce à la russe, ils étaient prévus pour cette année. Berlin l'a appris par un communiqué de presse. Pas par un appel, l'Allié l'a appris par un communiqué de presse. Et le déclencheur n'était pas abstrait. Quelques jours avant la décision, le chancelier allemand, donc comme ça, Friedrich Merz a déclaré publiquement que les États-Unis, ce n'est pas quelque chose qu'il a murmuré à quelqu'un sous la couette, à sa femme, en secret. Il l'a dit publiquement. Les États-Unis ont été humiliés par l'Iran, et que Washington n'a pas de stratégie dans la guerre avec l'Iran. C'est... Eh bien, comment dire, je ne sais pas non plus. Une critique sans précédent. C'est le terme le plus doux que j'ai pu trouver. Oui, de la part d'un allié, qui depuis 8 décennies recevait des armes américaines. Des soldats américains,
le parapluie nucléaire américain. Comme un acquis. Voilà les gars, vous êtes venus, vous nous protégez très bien. Et pendant ce temps, nous allons vous critiquer. Trump a répondu dans la seule langue avec laquelle apparemment il compte désormais parler à l'Europe, aux capitales européennes. Vous critiquez notre stratégie ? Classé. Défendez-vous vous-même. Dans quelques semaines, le porte-avions Nimitz partira. Et pas en Méditerranée. Comme il l'a fait ces 20 dernières années. Même pas vers Taïwan. Il se dirige vers les eaux du sud des Caraïbes. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Où ça ? Dans l'arrière-cour de l'Amérique. Et là aussi. L'acte d'accusation du ministère de la Justice contre Raúl Castro, qui a quoi ? 94 ans, pour des meurtres. Tout cela n'est pas une coïncidence. C'est un signal. La puissance militaire américaine revient au pays. Et elle agit là où l'Amérique a de vrais intérêts. Pas vos intérêts, nos intérêts. À Berlin, c'est la confusion, pour rester poli. La Pologne s'est armée ces 5 dernières années car elle doutait de la pérennité du parapluie américain. C'est-à-dire quand on leur répète chaque jour, oui, ils ont soudain commencé à se méfier. Aujourd'hui, la Pologne possède la plus grande armée de terre du continent. Plus grande que celle de l'Allemagne, plus grande que celle de la France. Et ce n'est pas pour rien, je pense. Alors maintenant, pourquoi n'est-ce pas ? Une explication superficielle. Trump est isolationniste. Il n'aime pas les alliés. Il compte chaque dollar avec avarice. Ce n'est vrai qu'en partie. C'est la plus infime part de vérité. La véritable raison, bien sûr, est plus profonde. Et elle concerne le principe. Et non pas une personne. Il y a 80 ans, en 1948. Je veux dire, le plan Marshall a commencé. Ensuite, voilà, l'OTAN a été créée. Il me semble 1 an après cela. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, l'Europe a vécu dans un régime qu'aucun peuple dans l'histoire de l'humanité n'a supporté aussi longtemps. Personne ne l'a supporté, n'est-ce pas ? Ou alors il ne l'aurait pas supporté sans conséquence. Sa sécurité, c'était quelqu'un d'autre qui l'a payé. Ses décisions de guerre et de paix étaient de prise ailleurs. Ses budgets militaires étaient, pardonnez-moi la franchise, purement symboliques. L'Allemagne a maintenu pendant des décennies ses dépenses de défense en dessous du niveau qu'elle-même réclamait. La Belgique et les Pays-Bas encore plus bas. Et tout cela fonctionnait parce que, dans n'importe quelle situation, on pouvait décrocher le téléphone et dire « Allô Washington, nous avons un problème ici. Réglez-le et allez dormir. » Mais maintenant, il n'y a plus de réponse au bout du fil. Et si quelqu'un répond, il demande « Et vous, combien avez-vous dépensé pour votre propre armée ?» Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'ailleurs, je voudrais évoquer Berdiaev. Je pense souvent à lui parce que sa philosophie de l'inégalité est un livre tellement génial. Donc, il y a 100 ans, il a décrit exactement la même situation. Il a formulé ce que la science politique moderne n'ose même pas dire. Écoutez bien. Ça fonctionne dans tous les domaines. Ce que l'homme reçoit gratuitement le détruit. Au maximum, que dit-on aujourd'hui ? Que l'homme n'apprécie pas ce qu'il reçoit gratuitement, mais ce n'est pas le vrai problème. Cela le conduit à la déchéance morale et à d'autres formes de dégradation. Un don sans effort enlève la dignité à celui qui le reçoit. La liberté, eh bien, même Berdiaev disait « La liberté n'est pas un don, c'est un fardeau. » Tu veux la liberté ? Il faut la porter. L'Europe recevait sa sécurité comme un petit cadeau. En 80 ans, cela l'a transformé, et je le dis avec amour parce que moi, eh bien, mesdames et messieurs, j'ai été élevé comme vous avec les valeurs européennes, la musique, les romans, l'architecture, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, ce que l'Europe est devenue, et ce qui suscite en moi un profond mépris, c'est qu'elle est devenue un espace politiquement infantile, où il y a des hommes et des femmes adultes. Des adultes aussi, apparemment, discutent, disons, de la menace russe, peu importe laquelle, oui, comme des enfants qui se plaignent à la maîtresse de leurs voisins. Nous ne nous défendrons pas, mais attendons que quelqu'un règle le problème à notre place. C'est ce qu'on disait à mes petits-enfants dans leur école américaine. Ne pas répondre à une gifle ou à un crachat, enfin, à un crachat par un coup de poing, mais courir voir la maîtresse. On m'a craché dessus. C'est ce qui est arrivé à l'Europe en 80 ans de protection gratuite. Et maintenant, la deuxième couche. La psychologie. La psychologie. Mon cher Andrew Golambas, ingénieur astrophysicien devenu philosophe, un père dans la science de gauche. Un penseur sur lequel, eh bien, nous basons principalement notre compréhension de la liberté.
Golambas a formulé une affirmation très simple qui a bouleversé ma vie quand je l'ai entendue pour la première fois. Un État qui a loué sa propre défense ne l'a pas vraiment loué. Il n'est pas souverain. Il n'est que le locataire de sa propre existence. La propriété première de chaque peuple, c'est sa vie, sa terre, son choix. Si tu ne paies pas pour ta propre défense, tu ne possèdes pas ce choix. Point final. C'est l'arithmétique simple de la liberté, aussi sophistiquée que cela puisse paraître. Vous pouvez vérifier. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'est arrivé que, lorsque tu confies à quelqu'un d'autre la défense de ta liberté, tu ne la perdes pas ensuite. Et maintenant, regardez ce qui commence à se passer, en Europe, sous nos yeux, en ce moment. L'Allemagne. Un véritable tournant d'époque. 100 milliards d'euros dans un fonds spécial de défense. La Pologne. Achat de 1000 chars et de millions d'obus. La France. Macron parle pour la 2e année consécutive du parapluie nucléaire européen. Dieu merci. Enfin. Parce qu'il comprend que le parapluie américain, même s'il ne s'effondre pas complètement, eh bien, il est troué. La Suède et la Finlande sont déjà dans l'OTAN. La Grande-Bretagne, un véritable renforcement. Même l'Italie a commencé à bouger. Eh bien, les partisans de Macron essaieront quand même de profiter sur le dos de quelqu'un d'autre. Rien de tout cela, aucune de ces mesures n'aurait eu lieu sans le retrait américain. Pas une seule. Pourquoi payer pour ce que l'oncle paie déjà ? Il suffit de siffler et l'oncle accourt aussitôt. Maintenant, l'essentiel. Et là, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause 1 seconde et de réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est bien ? Pas pour l'Amérique, pour l'Europe. C'est bien en fait, c'est même le mieux. Enfin, c'est bien pour tout le monde, mais c'est surtout le mieux pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'une nation qui ne s'est pas défendue n'existe pas en tant que nation. Elle existe comme un nom géographique, comme une destination touristique, comme un musée. L'histoire est belle. Eh bien, au moins, ils gagnent bien leur vie en racontant cela. Regardez comme nous aurions été combatifs. Voilà, d'ailleurs, depuis le moment où elle a confié sa protection à quelqu'un, elle n'a plus le droit de décider de son propre destin. Elle pense seulement qu'elle l'a. Pour une raison quelconque, elle pense qu'un jour, elle remboursera cela autrement. Parce que son destin dépend de celui qui paie pour l'armée. Et de celui qui contrôle cette armée. Reprendre en main sa propre protection, c'est le retour de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la première condition pour tout le reste. Pour la liberté, pour la propriété, pour la culture, pour l'avenir, et sans elle, tout le reste n'est que ça, des décors de Potemkin, des façades Potemkin. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est bon pour l'Amérique ? Oui, je comprends. Des billions de dollars qui, pendant 3 générations, ont été prélevés sur les contribuables américains pour défendre des pays qui pourraient très bien se défendre eux-mêmes. Tout cela revient à la maison. Non, ces billions ne reviendront pas, mais nous ne dépenserons plus. Les hommes et les femmes américains en uniforme cessent de s'impliquer dans des conflits étrangers qui ne sont pas si essentiels pour l'Amérique. Comme on dit, ils ne jouent pas un rôle dans notre existence. Eh bien, ce serait bien si c'était le cas, mais ce n'est pas vraiment notre affaire. Et plus important encore, l'Amérique revient à ce dont son premier président, Washington, a parlé lors de son discours d'adieu. Faire du commerce avec tout le monde, ne s'engager avec personne, surtout pas avec les Européens. Il ne les aimait pas particulièrement. Ce principe, il y a environ 227 ans, n'a pas été formulé par égoïsme. Il a été formulé du constat qu'une nation libre ne peut pas être à la fois le gendarme du monde et rester libre. Ces 2 rôles sont incompatibles. L'un détruit l'autre. Nous devons arrêter de faire cela. C'est facile pour vous, messieurs, qui êtes à l'extérieur, de parler ainsi. Vous avez pris cette responsabilité en arrivant. Nous n'avons rien assumé. Nous avons signé sans vraiment comprendre à quoi nous nous engagions. Ensuite, certains camarades ici se sont emballés. C'est tout. Et maintenant, nous faisons marche arrière. Merci beaucoup, ça suffit. Maintenant, le 3e niveau. Pourquoi est-ce bénéfique pour le principe de liberté partout, et pas seulement en Europe ou en Amérique ? Parce que chaque nation responsable d'elle-même et chaque individu responsable de lui-même, c'est la décentralisation. Et la décentralisation, c'est la concurrence entre les modèles. La concurrence entre modèles permet à l'humanité de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les États-Unis étaient autrefois appelés le laboratoire de la démocratie. Donc, c'est-à-dire une union de 50 laboratoires, parce que dans chacun, il se passe quelque chose. Les lois sont différentes partout.
Tu vois, regarde comme ils ont bien réussi. Allez, copions-les. Oh, regardez, ceux-là, ça s'est mal passé pour eux. Surtout, n'allons pas dans cette direction. Un centre unique qui dicte tout à tout le monde et paie pour tout, c'est toujours un point de défaillance unique. Un monde multipolaire paraît plus massif, plus bruyant, plus dangereux à première vue. Probablement, mais il est plus libre. Parce qu'il y a du choix. Et là où il y a du choix, il y a de la liberté. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, en 80 ans, l'Europe n'a jamais appris à se défendre? Parce qu'il n'y en avait pas besoin. Et maintenant, ce besoin revient. Et avec ce besoin reviendra ce que nous avions l'habitude d'appeler la civilisation européenne. Mais en réalité, ce n'était qu'une version muséale figée de celle-ci. Eh bien, il y a 80 ans, elle a commencé à se former et est devenue soit une statue de cire, soit une momie. Je ne sais pas quoi d'autre. Voilà pour la première d'histoire. C'est la plus grande histoire d'aujourd'hui. Et de là, on passe à la deuxième. Parce qu'en réalité, la deuxième parle de la même chose, d'une seule décision. Il s'agit du fait que l'Amérique décide désormais elle-même pourquoi elle paie et pourquoi elle ne paie pas. Revenons à l'ONU. Le vote sur le climat. Le 21 mai, New York, l'Assemblée générale. Vote sur une résolution qui reconnaît l'obligation juridique des États de lutter contre le changement climatique. Oh. Oh, c'est n'importe quoi. La base. Avis consultatif de la Cour internationale de justice de l'ONU de 2025. Eh bien, il s'avère qu'on paie aussi pour ces fainéants. 141 États pour. Pour s'engager, lutter. Et comment lutter contre ça? C'est absurde, non? Voilà. 8 contre le groupe des 8 opposants. Je répète lentement, car la composition compte plus que la résolution. Je les ai déjà nommés, c'est juste pour mémoire. Russie, Iran, Arabie Saoudite, Biélorussie, Yémen, Libéria, Israël et les États-Unis d'Amérique. L'Iran et Israël ont voté du même côté. C'est très drôle. Remarquez, ces 8-là n'ont rien en commun. Idéologiquement, je veux dire. Ils sont eux aussi peuplés d'êtres humains. Démocratie libérale et théocratie, autoritarisme, État en décomposition. Tout ça, tous ensemble. Qu'ont-ils vraiment en commun? Une seule chose. Ils ne reconnaissent pas qu'un organisme international, quel qu'il soit, puisse établir des règles obligatoires pour leurs affaires intérieures. Voilà, c'est ça l'essentiel. Ce vote ne concerne pas le climat, c'est un autre sujet. Nous ferons une vidéo séparée à ce propos un jour. J'en ai déjà fait une. Il y a beaucoup de chiffres gênants, c'est complexe, impossible à résumer en une vidéo. Ce vote porte sur un principe. Il s'agit de savoir si une assemblée supranationale peut créer une obligation juridique qui prime sur la Constitution nationale. Réfléchissez à cela, d'accord? Notre Constitution nous a permis de faire A. Mais peu importe qu'elle ait été adoptée, peu importe que des gens aient voté contre. Et soudain, notre représentant vote pour quelque chose, une seule personne, et on nous dit « voilà, c'est tout ». Maintenant, vous êtes obligés de faire non pas A, mais B, voilà, parce que l'ONU en a décidé ainsi. Mais est-ce que nous avons signé quelque chose? Hayek, c'est Friedrich Hayek, un économiste autrichien, lauréat du prix Nobel, a décrit ce phénomène et lui a donné un nom. Scientisme. L'utilisation du prestige des sciences pour justifier la planification centrale. La politique climatique en est tout simplement un exemple typique. L'obligation légale de lutter contre le climat. Il fallait quand même l'inventer. En traduction, il est tellement honnête. Le langage signifie l'obligation légale d'obéir au planificateur. Classe. Et le vote américain n'était pas un vote contre le climat. C'était une voix contre le planificateur. Au fait, voici le même Berdyaev, excusez-moi de toujours ramener des philosophes dans notre conversation. Il écrivait que la démocratie de masse au niveau international est encore plus dangereuse que la démocratie de masse au niveau national. 141 petits États peuvent voter pour des engagements que 8 grands producteurs devront remplir. Eh bien, c'est ça la démocratie. Oui, mais sous un autre nom, cela signifie une expropriation collective. Exproprier l'expropriateur. Je me souviens, j'ai essayé de dire ça quelque part en 2e ou 3e année d'une école soviétique très ordinaire. Où est le droit à l'autodétermination?
Et donc, cette expropriation concrète, elle sera habillée en vert. Vous voulez vérifier si ce vote portait sur le climat ? Vérifions. Demandez-vous, qu'est-ce que la résolution dit à propos de la Chine, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde ? Rien de concret. Et à propos de l'Inde ? Rien. La résolution vise ceux qui ont les moyens de payer. Le pays donateur. Eh bien, le pays donateur dit « Non, ce n'est pas par méchanceté, les gars, ce n'est pas par méchanceté, non, c'est à cause de l'arithmétique. » Et remarquez, l'Amérique a voté comme seuls les pays marginaux votaient auparavant. Aujourd'hui, cette voix résonne autrement, car la plus grande économie du monde est derrière elle. Cela signifie que le modèle même du 141 voix qui dicte leurs lois aux 8 pays donateurs commence à s'effondrer. Et c'est aussi une excellente nouvelle, parce qu'il faut respecter les pays donateurs, les gars. S'ils ne sont pas respectés, ils disent « Nous n'allons plus rien vous donner », avant de passer à la troisième histoire. Petite information, mesdames et messieurs, nous avons une autre chaîne où, avec mes collègues, nous analysons l'actualité, je dirais, de manière plus approfondie, avec des chiffres, des sources, une analyse des arguments pour et contre, sans formulation vague. Si vous faites partie de ceux pour qui une image superficielle ne suffit pas, et je suis presque certain que si vous avez tenu jusqu'à 7 minutes, c'est que vous êtes justement ce genre de personne, après cette vidéo, allez y jeter un œil. Le lien sera dans la description. Je pense que cela vous plaira. Et maintenant, la troisième histoire. Peut-être est-elle plus personnelle que les autres. Ramaphosa dans le bureau ovale. Il y a un an, le 21 mai 2025, dans le bureau ovale, une rencontre a eu lieu, une rencontre qu'un an plus tard, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, il vaut la peine de se rappeler. Le président américain Donald Trump recevait le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une visite protocolaire ordinaire. Quant au contenu, c'est ce qu'aucun président américain n'avait fait. Depuis 25 ans, Trump a demandé, comme je vous l'ai déjà dit, de tamiser la lumière. Il a posé un dossier sur la table dans lequel se trouvaient des statistiques sur les fermiers blancs tués en Afrique du Sud. Des documents concernant la loi sur l'expropriation sans compensation. Génial. Expropriation sans compensation. Union soviétique. En 2024, elle avait été adoptée et il a montré des images. Des funérailles de masse là-bas et ainsi de suite. Il a dit « Voilà ce qui se passe chez vous ». Le lendemain, il s'est avéré que les images ne venaient pas d'Afrique du Sud, mais avaient été tournées au Congo. Et ainsi de suite. Les critiques jubilaient, les gros titres faisaient de ça le tour du monde. Trump a montré un faux. Le génocide blanc est un mythe. Ils savent que ce n'est pas un mythe, mais écrivent quand même. Le génocide blanc est un mythe. Le président Chara est discrédité, les États-Unis exposés. Et là, je veux partager quelque chose avec vous. Les images ne venaient pas de là-bas. C'est vrai, personne ne le conteste. Moi non plus, évidemment. Cet épisode était une farce sur la forme. Il s'est avéré que les images venaient encore d'un autre pays. Je comprends que c'était accidentel, quelqu'un n'a pas vérifié et a été réprimandé ou renvoyé, sans doute. Ce n'est pas professionnel. Eh bien, cela a affaibli la position de Trump. Mais voici la question. La question est la suivante. La question était-elle correcte ? La question reste entière. Et un an plus tard, nous avons ce que, pour ainsi dire, nous n'avions pas à l'époque, 12 mois de nouvelles données. Et elles disent ce qui suit. En République d'Afrique du Sud, au cours de cette année, aucune expropriation sans compensation n'a été arrêtée. Donc, même selon la nouvelle loi. Pas une seule. La loi n'a pas été annulée, suspendue ni révisée. Parce que les journalistes du monde entier criaient « Ha 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 ». Trump a mis une raclée. Il a, disons, inventé tout ça. Mais en réalité, il n'y a rien du tout. Même s'il savait très bien que tout existait. Alors les gars en Afrique du Sud ont dit « Ah, si c'est comme ça, alors nous irons plus loin ». Et ils ont tué encore beaucoup de monde. Les premiers groupes, donc, de réfugiés blancs, des réfugiés d'urgence comme nous les avons définis. Le programme de Trump pour accueillir 10 000 réfugiés blancs d'Afrique du Sud en situation d'urgence. Cela a été officiellement lancé. Les premiers groupes sont déjà arrivés aux États-Unis d'Amérique, ceux qui ont survécu. Les meurtres de fermiers en Occident ne correspondent pas formellement à la définition de génocide par la Convention de l'ONU. Mais il existe une tendance persistante d'attaques visant précisément les exploitations agricoles isolées. Les Blancs. Oui. Personne ne le nie aujourd'hui, y compris la police sud-africaine elle-même. Autrement dit, la forme d'il y a un an était une farce.
Mais le fond, lui, est juste. Au cours de l'année écoulée, aucun des arguments des critiques n'a résisté à l'épreuve du temps. La question demeure la même que celle posée par Trump à l'époque, hélas avec de fausses images. Pour comprendre l'ampleur, un bref rappel historique pour ceux qui n'ont pas suivi. 1994, fin de l'apartheid. Nelson Mandela est président. Le monde applaudit. Commission Vérité et Réconciliation. Démocratie multiraciale. Le rêve sud-africain. Mais tout s'est arrêté là, n'est-ce pas? On a crié, on s'est réjoui, puis on a refermé les portes et on est passé à l'action. 30 ans plus tard. Le parti, celui-là même qui a pris le pouvoir, est resté au pouvoir toutes ces années. Le pays est, pour le dire gentiment, en profond déclin économique. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est un cauchemar. Le chômage est d'environ 33%. Toutes ces personnes qui travaillaient ne peuvent plus trouver de travail. L'électricité est coupée selon un planning. Et voilà qu'en 1924, une loi sur l'expropriation est adoptée. L'État peut exproprier des terres sans compensation. Si c'est dans l'intérêt public, et qui définit l'intérêt public? C'est le même parti. Les Blancs représentent environ 7% de la population de l'Afrique du Sud. Historiquement, ils possèdent une grande partie des terres arables. Et c'est le résultat de générations de travail. Des investissements, oui, y compris l'injustice historique de l'apartheid. Tout cela était vrai. Mais la question qui se pose aujourd'hui ne concerne pas vraiment le passé. Elle concerne le présent. Et la question se formule en une seule phrase. Un État peut-il exproprier une propriété privée sans compensation? Si la réponse est oui, alors aucune propriété n'est protégée nulle part dans le monde. Parce qu'on trouvera toujours un argument de justice historique. Toute propriété a un passé. Absolument toute. Si cet argument suffit pour confisquer, alors tout sera confisqué. La seule question, en réalité, c'est le temps et l'ordre d'attente. Et quel gouvernement est en place? Un nouveau gouvernement confisquera ailleurs. Au fond, c'est de l'envie. Drapé dans la morale, le désir de tout ramener vers le bas, présenté comme une aspiration à la justice, la véritable égalité. C'est l'égalité devant la loi et Dieu. L'égalité de résultat, c'est toujours de la violence. Sans exception. Ce qui a été gagné ne se retire pas par un vote, aucun vote de la majorité ne peut le retirer. Demos kratos. La majorité qui vote contre la propriété de la minorité, ce n'est rien d'autre qu'une tyrannie, simplement habillée du poids du nombre. Le nombre est peut-être plus convenable que la tyrannie d'un seul ou d'un groupe, mais ce n'est pas plus légitime pour autant. Demandez-vous honnêtement, a-t-on le droit de prendre la terre d'un fermier blanc au Cap simplement parce que son arrière-grand-père l'a obtenue illégitimement? Quelle garantie que votre appartement ne sera pas confisqué parce que mon arrière-grand-père pense que votre grand-père l'a acquis illégitimement dans les années 50? Il n'y en a aucune. Le principe reste le même. C'est comme avec l'URSS, n'est-ce pas? Si dans un cas nous disons que c'est juste, dans l'autre cas nous devons aussi dire que c'est juste. Sinon, il ne s'agit pas d'un principe. Il s'agit alors d'une question de tribu. Et il y a exactement un an, dans le bureau ovale, ce sujet a cessé d'être tabou pour la première fois depuis 25 ans. Un sujet dont on disait depuis 20 ou 25 ans qu'il était interdit d'en parler est devenu un sujet dont on peut parler. Et c'est peut-être la chose la plus importante qui se passe dans le discours public du XXIe siècle. À l'époque de Trump, et maintenant ce que j'ai promis au début. L'observation la plus importante de cette semaine. Les 3 histoires que je viens de raconter auraient été impossibles il y a 3 ans. Aucune d'entre elles. Aucun président américain, il y a 3 ans, n'aurait retiré les troupes d'Allemagne, aucun n'aurait voté contre la résolution climatique de l'ONU. Aucun n'aurait posé sur la table, devant le président sud-africain, un dossier sur les fermiers blancs assassinés. Et justement, à propos de cette expropriation, c'était au-delà de ce qui était acceptable. Pas au-delà de ce qui était souhaité, notez-le. Beaucoup le souhaitaient, mais au-delà de ce qu'il était possible de dire. Et voilà qu'aujourd'hui, en une seule année civile, sous nos yeux, les 3 sujets se retrouvent sur la table. Pas dans un blog marginal, pas dans le podcast d'un dissident, mais sur la table du chef du plus grand État du monde. La fenêtre s'est déplacée. La fenêtre de ce qu'il est possible de dire publiquement. Et c'est génial, elle a bougé. Et savez-vous ce que cela signifie pour vous et moi? Cela signifie que ce dont nous parlions, eh bien, comme on avait l'habitude de le faire en Russie, dans les cuisines, n'est-ce pas? Là-bas, en silence.
Là-bas, avec une cigarette, de la vodka, ou du thé, ou quelque chose avec du kéfir, peu importe quoi. Et donc, à ce moment-là, on parlait. On parlait, de quoi parlait-on? On parlait de politique. Pas parce que quelqu'un a entendu nos paroles, mais parce que la réalité dont nous parlions s'est avérée être la réalité. Et la réalité gagne toujours contre les illusions. Que tu le veuilles ou non, elle gagne toujours. Parfois, ça prend un temps fou, une génération, parfois deux, parfois trois. L'Europe commence à apprendre à se défendre elle-même. Habilement, magnifiquement. Ensuite, elle a capitulé. Maintenant, elle apprend. L'Amérique revient au commerce avec tout le monde et sa responsabilité envers les siens. Les siens. Pas de gendarme international, de policier ou de quelqu'un d'autre. De pirate. Le fait que des sujets passés sous silence pendant des décennies soient enfin abordés à voix haute, c'est aussi génial. Ce n'est pas la fin de la liberté, comme on nous le raconte, c'est son commencement. Encore une fois, cela n'arrive qu'une fois par siècle. C'est ce que je pense, peut-être une fois tous les 200 ans. Et nous avons la chance de vivre précisément à ce moment-là. Quelque chose où quelqu'un nous a offert Trump. Nous avons visiblement bien agi, mesdames et messieurs, car c'est un cadeau, dont nous n'avons même pas rêvé. Et il semble que nous, tous autant que nous sommes, ayons reçu une seconde chance. Et cette fois, nous n'avons pas le droit de la laisser passer. Et vous qui avez écouté jusqu'à cette minute, vous faites partie de ce moment. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous en faites partie. Merci à vous pour cela. Et à la prochaine. Au revoir.